Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver. Lendemain de match nul entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Football Club d'Antoine Comboiré, un partout. À l'heure où je vous parle, on est lundi 13h11 pour être très précis, donc forcément j'ai un peu plus de recul sur le match que j'ai vu comme vous hier en live. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Que malheureusement l'OL prolonge plus ou moins une série pas franchement très positive après les matchs qui s'enchaînaient et les victoires qu'on a pu accumuler depuis quelques semaines. C'est nettement moins bien, avec des matchs où on a beaucoup souffert contre Strasbourg, Marseille, Lens en Coupe de France. Et hier, on a alors moins souffert heureusement, mais malgré tout, l'OL a été mis en difficulté par une équipe du PFC qui, j'en parlerai là aussi dans ma vidéo, qui, en transition, a su nous faire mal. Et attention, parce que oui, il y a un paramètre physique qui est super important. Il y a beaucoup d'absences, beaucoup de blessures. Fofana, Moreira, Pavel Schulz, Kluivert, bref, il y en a tellement que j'en oublie des plus évidentes. Mais en plus de ça, les amis, il y a un problème, selon moi, d'ordre tactique. Et attention à ne pas trop focus l'attention sur l'aspect physique, qui certes est l'argument numéro 1 dans la méforme actuelle de l'OL. Attention, il faut aussi prendre en compte l'aspect tactique, parce qu'hier encore, comme contre Strasbourg, Marseille, Lens, j'ai vu contre le PFC des séquences de jeu qui montrent que on n'est plus aussi bien équilibré qu'auparavant et l'animation en souffre naturellement, c'est normal quand tu as moins d'équilibre, tu es beaucoup plus vulnérable en transition, attaque, défense et hier on a failli en payer le prix très cher sans un penalty un petit peu tombé du ciel en toute fin de match avant de commencer les gones. Je précise un petit peu le format de la vidéo du jour, j'ai peu de temps devant moi donc il est 13h13 maintenant, d'ici quelques instants j'ai des réunions qui vont se produire, donc j'ai peu de temps, format beaucoup plus court, plus rapide, un peu moins de montage, mais comme j'ai de la chance d'avoir une super communauté gentille, bienveillante et positive, je sais que vous me pardonnerez les amis. Avant de commencer ce coup-ci, pensez au petit pouce, là maintenant les amis, ça prend une demi-seconde, c'est gratuit, ça ne coûte rien, je ne demande aucun don, aucun sponsoring, juste un tout petit pouce là maintenant les gones, ça fait vraiment très plaisir. Pensez aussi à commenter, à me dire vos tops du match, vos flops, est-ce que pour vous le match nul d'hier est inquiétant, oui ou non? Est-ce que vous voyez l'OL se redresser contre le Celta Vigo et faire un match de qualité? Dites-moi tout là maintenant en commentaire. Et enfin, pensez à vous abonner, activer la cloche, booster le contenu. Bref, vous connaissez maintenant mieux que moi quasiment la musique sur les petits coups de pub du 11 lyonnais. C'est parti donc pour le débrief du match. Et pas que, puisque l'on fera aussi un petit sujet d'ordre tactique avec ce qui me pose question dans les matchs de l'Olympique lyonnais. Alors, pour commencer, les amis, débrief rapide du match, format condensé. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Déjà que j'ai un petit coup de gueule à passer envers nos supporters qui sont un petit peu durs avec le match d'hier. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, quand tu vois que l'OL, depuis quasiment 1 mois et demi, 2 mois, patine, tous sévères, est un petit peu, la machine est carrément grippée. Quand tu sais ça, tu ne peux pas être étonné que le coach Fonseca fasse des choix de turnover. C'est logique. Je veux dire, la compo d'hier, les amis, entre nous, on s'attendait tous plus ou moins à ce qu'il y ait beaucoup de changements. Tu ne peux pas dire le jeudi que tu vois une équipe qui souffre physiquement et te plaindre le dimanche que le coach fait un petit peu de changement. C'est juste pas logique. Donc pour moi, compo qui est plus ou moins logique, peut-être un petit peu trop changé, peut-être, c'est vous qui me le direz en commentaire, mais c'est globalement logique. Il y a juste pour moi un tout petit point qui me pose question, je l'évoquerai après, la compo la voici à l'écran, le 4-4-2, c'est un peu dur à dire, c'est un petit peu un schéma hybride, polymorphe, il y a tellement de possibilités, on est plus souvent, je dirais en 4-4-2 losange, malgré tout, mais voilà, on a soit un 4-1-4-1, 4-3-3, 4-4-2 losange, c'est vous qui verrez les gones, peu importe, l'animation passe toujours avant la structure, et ça je le dis à chaque fois en vidéo, donc avec au cage Dominique Graif, Tagliafico, latéral gauche, Niakate, Mata, qui enchaînent tous les deux les matchs, beaucoup, là encore, Mata, qu'est-ce qu'il prend dans la tronche ? C'est vrai, c'est pas les matchs les plus aboutis de sa part, mais on peut dire aussi que le joueur, Mata, il enchaîne, et physiquement, tôt ou tard, tu pioches, quoi. Et moi, je trouve qu'il est extrêmement courageux de faire des matchs comme ça, à l'arrache. C'est vrai que c'est pas tout le temps hyper clean, on est ok là-dessus, mais en termes d'abnégation, de courage et de résistance physique, malgré les matchs qui s'enchaînent, c'est quand même assez admirable. À droite, Hateboer qui fait un match globalement, je trouve, correct. C'est même pour moi l'un des 2-3 tops du match. J'en parlerai après rapidement. Morton, Kalismera un peu plus haut, Tessman demi-espace droit comme
presque relayeur. À gauche, Abner qui avait un rôle un petit peu hybride, tantôt piston gauche et ailier gauche qui venait se projeter, latéral gauche qui permutait avec Tagliafico, bref, un rôle un petit peu spécial, hybride, assez liquide. À droite, le Tchèque Adam Karabets et en pointe, donc, Rémi Humbert qui, encore une fois, fait plutôt une prestation, je dirais, convaincante pour un gamin de 17 piges, 18 piges. Ce qu'il propose en termes d'intensité, de course, de motivation, c'est bien. C'est vraiment très bien. C'est l'un des points positifs du match. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire ? Si on fait un résumé express, on a vu un OL qui, durant une bonne demi-heure, avait la possession. Voilà, possession, tranquille. Moi, j'ai vu une équipe de l'OL assez scolaire. Et quand je dis scolaire, c'est à la fois positif et négatif. Parce que dans le monde courant, quand on parle d'un élève scolaire, on qualifie un élève qui apprend son cours, c'est vrai, mais qui le récite un peu bêtement, du par cœur. Et là, on a un petit peu ça, un OL qui a la possession, qui a des principes de jeu qui sont, voilà, affirmés, à toi, à moi, possession, mais qu'est-ce que tu en fais ? Bah, pas grand-chose, quoi. C'est un petit peu convenu, c'est un petit peu scolaire, c'est récité, mais c'est pas franchement extrêmement dangereux. Alors, pour autant, l'OL fait, selon moi, et vous me le direz en commentaire, les amis, un début de match qui est au global cohérent. Tu ne peux pas attendre de cet OL-là, qui est très remanié, pas de Tolisso, pas d'Hendrick, pas de Narté, plein d'absents à l'appel. Tu ne peux pas espérer une prestation hyper aboutie avec un jeu très dynamique et huilé si tu as autant de changements, autant de nouveaux qui incorporent le 11 et autant de turnovers. C'est impossible. Donc pour moi, l'entame du match, elle est cohérente. C'est typiquement ce que j'attendais de ce match-là. Moi, je voyais un OL qui allait souffrir. Mes potes à qui j'ai écrit en privé sauront de quoi je parle. Je leur ai quasiment tous écrit. Je voyais un partout ou 2-1 pour l'OL. Au terme d'un match, je leur ai écrit ça à chaque fois, un match poussif. Bah, pas manqué, pour le coup, je ne me suis pas trop trompé, un match très poussif. Donc, en termes de match, cohérente, c'est pas foufou mais c'est cohérent, mais le problème c'est qu'en fait au bout de quelques minutes, je dirais un peu moins d'une demi-heure, on sent qu'il y a un creux physique et qu'il est puissant. Il y a un petit coup de moins bien, un petit coup d'hypotension pour l'OL qui est moins bien, qui a moins de mouvement, qui est plus statique, et collectivement, on le voit, c'est assez frappant, il y a moins de courses, c'est moins disponible, il y a moins de mouvement, bref, on est moins bien physiquement, et là encore, on ne peut pas être surpris, les amis. C'est en ça que moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre les commentaires qui disent « Ouais, c'est pas bien, c'est honteux ce qu'on fait, c'est une faute pratiquement ce qu'ont fait nos joueurs. » Bah non. Parce que tu atteins, en fait, les limites de ton effectif. Cet OL-là, on le voit bien, les matchs se suivent et se ressemblent. Physiquement, t'es à la peine. Quand tu joues le PFC, une équipe qui en Ligue 1 est dans le dernier tiers, donc c'est plutôt moyen, voire très moyen, ça peut se tenir, ça peut faire la maille. Mais quand tu joues Strasbourg, Lens, des équipes de marathoniens qui courent partout, Thomasson qui fait 14 km par match. Vous imaginez les gones, 14 km par match. Quand tu joues Marseille, Lens, Strasbourg, bah ça passe plus. Et c'est normal, c'est logique, l'OL se heurte à ses limites et elles sont surtout physiques en ce moment. Donc une mi-temps qui est globalement pour l'OL, je dirais, maîtrisée, possession, c'est assez stérile. Il me semble qu'à la mi-temps, on ressort avec deux situations plutôt intéressantes, alors pas non plus très très nettes. Il y a eu l'occasion que se procure Rémi Humbert, centre-retrait, il est disponible, frappe et c'est contré par un Parisien. Il y a eu aussi cette belle action initiée par une course à droite de Hattebourg qui prend la profondeur, centre en retrait, Mera arrive, plat du pied de qualité, au-dessus des cages de Kevin Trapp. Voilà, c'est en gros les 2-3 situationnettes que se procure l'OL, mais à part ça, c'est pas extrêmement dangereux. Et à la mi-temps, les stats sont clairs, je vous les donne pour être très factuel. On est sur une mi-temps à 0,7 XG pour l'OL, 0,42 pour le PFC, voilà, c'est assez serré. Moins d'un XG en une mi-temps, ça montre bien que l'OL n'est pas extrêmement dangereux, et qu'en face, le PFC l'est tout autant, donc à savoir pas beaucoup non plus. Une grosse occasion pour l'OL, 0 pour le PFC, 8 tirs pour nous, 5 pour eux. Arrêt du gardien pour nous 0-1. Voilà, c'est pas la mi-temps de l'année, c'est très convenu, c'est scolaire, mais l'OL tente tant bien que mal, avec beaucoup de turnover, d'appliquer des principes de jeu qui doivent, en théorie, permettre de faire la différence. Mais là encore, je dis bien en théorie. J'avais rédigé un tweet peu avant la mi-temps dans lequel je disais que, selon moi, il ne fallait rien attendre jusqu'à l'heure de jeu. Pourquoi j'avais dit ça ? Parce qu'en fait, quand tu vois la compo et ce que produit l'OL, dans ce match, tu comprends très vite. Tu comprends, je dirais,
dès quasiment le coup d'envoi du match, que l'OL n'aura pas 10 000 occasions, qu'on n'est pas sur un match de haute voltige, ça va être dur, ça va être poussif, ça va être très difficile. Ça, on a tous compris, je pense. Et pour moi, il fallait attendre le coaching de Fonseca, qui en plus intervient à la mi-temps avec Hendrick, Tolisso, Yaremchuk, Narté un peu de temps après. Bref, moi, je voulais voir l'OL dans l'ultime demi-heure du match. Et dans mon esprit, ce match contre le PFC, il devait se jouer en 2 temps. Un premier temps qui dure 1 heure, du coup d'envoi à l'heure de jeu, où l'OL devait en gros tenir le ballon, fatiguer le PFC, possession à toi, à moi, décalage. Si tu peux marquer, tant mieux, c'est cool. Et après, le deuxième temps, c'est la dernière demi-heure du match, où là, tu fais la différence avec Hendrick, Tolisso, Yaremchuk, qui devait apporter ce petit plus technique à l'équipe. Le problème, c'est que l'histoire du match, elle est un petit peu différente, même carrément différente, puisque en seconde mi-temps, l'OL revient, et on sent qu'il y a un moment de flottement qui est assez prononcé, avec une équipe de l'OL qui recule un petit peu, parfois, et qui, quand elle veut jouer un peu plus haut, se fait tout de suite fouetter en transition. Et là, les amis, j'en ferai un point après, tactique, en fin de vidéo, mais hier, encore une fois, tout comme contre Marseille, Lens et Strasbourg, j'ai vu un OL qui était déséquilibré. On en fera après un petit focus tactique ensemble. Un OL qui est déséquilibré parce qu'en fait, sur chaque transition, on se fait tuer, quoi. C'est frappant, il y a plein de screens que je montrerai après pour illustrer ça, mais en transition, qu'est-ce qu'on a galéré, vraiment. Le PFC, avant son but du 0-1, qui est la punition, je trouve, assez logique, avant ce but, Paris a entre les mains 2 ou 3 occasions nettes. Rappelez-vous cette séquence de jeu où, en transition, sur 3 passes, il nous tue le bloc entier. Et là, Crasso arrive, prend la profondeur, frappe du gauche, et heureusement, il nous fait une Yaremchuk au Vélodrome contre les Marseillais, puisqu'il zappe totalement son collègue à côté de lui à sa gauche. Heureusement, sinon c'était 1-0 et il n'y avait rien à dire. Mais voilà, l'OL en transition se fait peur. Il y a eu aussi Moses Simon côté gauche, qui prend l'espace, frappe du gauche, parade de Greif. Ouais, c'est dur. Et là, je me suis dit, s'il n'y a pas un ajustement tactique de Fonseca, le 1-0 va arriver. C'était sûr, c'était écrit d'avance. Et pas manquer, qu'est-ce qu'il se produit ? Le 1-0 arrive vite pour Paris, parce que tu es trop fébrile, quoi. Et en transition, ça fait mal. On a une équipe de l'OL qui est coupée, des lignes distendues, aussi bien en transition défense-attaque. Donc quand tu te projettes, ça ne suit pas derrière. Et aussi bien en transition attaque-défense, quand tu te replies, où là, sur une passe ou deux, tu as l'OL qui est coupé en 2. C'est frappant. Sur une passe, on se fait plier. Et ma foi, le but intervient aussi après ce type d'action-là. Et le 1-0, il est logique. Il est pour moi logique. Parce que même si l'OL a quelques situationnettes, comme je l'ai dit, avec Rémi Imbert, avec d'autres que j'oublie, oui, c'est vrai, on aurait pu marquer un but sur une action qu'on aurait suroptimisée, comme souvent avec l'OL, on aurait pu marquer un but. Mais hier, je trouve que globalement, l'histoire du match se prêtait plus au 0-1 pour le PFC qu'au 1-0 pour l'OL. Donc on est mené 1-0, but de Mounetsi, sur une frappe repoussée par Greif, il n'y a pas hors-jeu, alors là encore, c'est la parenthèse arbitrage, moi je m'interroge toujours, le but de Tolisso au Vélodrome, on dit hors-jeu pour un poil pubien. Et là, le but d'hier, encore une fois, c'est le même débat, c'est l'éternel débat sur la VAR. On peut très bien caler l'image au centième près pour faire en sorte que la ligne bouge un tout petit peu, et entre le but que Tolisso du 0-2 à Marseille se fait refuser et le but d'hier de Mounetsi, qu'est-ce qui distingue vraiment les deux occasions ? Pour moi, pas grand-chose, quoi. Tu as 2 situations où ça se joue à rien, et si tu mets l'image un tout petit peu plus tôt, si tu rembobines, le but est peut-être hors jeu. Donc, vous voyez, c'est l'outil VAR qui me pose tant de questions, c'est l'éternel débat, mais là encore, pas de pleurnicherie. Pour moi, je l'ai dit, je le répète, le 1-0, pour le PFC, il est juste mérité, en tout cas selon moi. Et forcément, à 1-0, l'OL réagit, Fonseca est obligé de faire le coaching que tout le monde espérait. Hendrick, Yaremchuk, Tolisso, Punarté, tout le monde rentre. La cavalerie lourde, entre guillemets, lourde, encore que lourde, c'est presque un adjectif qui collerait bien à cette équipe un peu, même carrément lente et lourde. Donc la cavalerie lourde rentre en jeu, et on se dit que là, logiquement, l'OL doit faire plus. L'OL doit punir un peu plus le PFC. Au final, on a quelques situations, mais en termes d'occasion nette, il n'y en a pas des masses, quoi. Et d'ailleurs, j'y pense, les amis, j'ai oublié de vous le dire en préambule de la vidéo, j'y ai fait référence sans l'expliquer. Dans la compo de départ de Fonseca, moi, il y a un point qui m'interpelle, c'est pourquoi tu mets Karabets à droite, mais que tu ne mets pas en pointe Yaremchuk. Il y a un truc qui me paraît un petit peu incohérent. On le sait, Karabets, quand il joue avec nous, c'est en gros, je prends le ballon sur le gauche,
je me réaxe, je centre. Je prends le ballon, je me réaxe sur le gauche, je centre. Je prends le ballon, je me réaxe sur le gauche, vous avez compris la suite, je centre. C'est tout le temps ça avec lui. C'est quelqu'un qui n'est pas dans du rapport en 1 contre 1, il n'a pas les cannes, la puissance, il n'est clairement pas un joueur d'élimination. Ça, on le sait tous maintenant, on l'a compris. Mais quand tu sais qu'il joue comme ça, qu'il a un profil un petit peu stéréotypé, je prends, je centre, bah dans l'axe, mets-nous un numéro 9 qui fait la planche, quoi. Moi, on m'aurait dit hier, le plan, c'est Karabets prend le ballon, décalé centre pour Yaremchuk. Ok, je dis ok, mais là, faire décalage centre pour Rémi Imbert, bon, ça me laisse un petit peu quoi, comme on dirait en bon français. Bref, je reviens un petit peu à l'histoire du match. Donc l'OL, voilà, a quelques situations, c'est pas non plus le match de l'année. Et le temps passe, encore et encore, et là, je pense que vous séparez les gones. Moi, je me suis dit, aux environs de la 80e, un peu avant, je dirais même, que le match allait tranquillement se finir par une défaite. C'était pour moi la punition et qui était logique parce que l'OL était sur un match très moyen avec peu de mouvements, c'était extrêmement statique. On sent que physiquement c'est en train de partir en sucette, c'est une évidence. Il y a peu de courses, moins de mouvements et tout ce qu'on a aimé dans l'OL 25-26, à savoir une équipe généreuse, pleine d'abnégation, de mouvements les uns par rapport aux autres, synchronisés, super important. Quand Maitland-Niles se réaxe, un tel prend l'espace. Quand un tel prend l'espace, Maitland-Niles fait autre chose. Quand le numéro 9 décroche, ça plonge dans son dos. Bref, tout ça, on l'a aimé. Moi, j'ai aimé cet OL qui est plein de peps, de dynamisme, de course, de mouvement. C'est super intéressant. Mais le fait est devant nous, c'est que depuis quelques semaines, quelques longues semaines, physiquement, tu pêches. Et dans le projet de jeu collectif de Fonseca, quand la dimension physique patine, pêche, malheureusement c'est tout le reste qui en souffre parce que tu as moins de mouvement, c'est plus statique, c'est plus lisible et moi il y a un plan séquence hier qui m'a rendu fou, on est je crois en fin de match et on voit littéralement une ligne de 4 ou 5 joueurs côté OL offensif qui sont alignés. Plus le match avançait et moins je voyais l'animation si cohérente de l'OL qu'on aime tant, que j'ai adoré, où les uns bougent bien par rapport aux autres, un petit peu entre guillemets en escalier, avec l'un qui est ici un peu plus haut, le numéro 8 un cran plus bas dans le demi-espace, le 6 plus bas, bref, un petit peu en quinconce. Là, on avait des lignes qui étaient posées bêtement, très très statiques, assez immobiles, et ça a facilité grandement la tâche du PFC, parce que moins tu as de mouvement, dans un foot qui est tellement énergivore, moins tu as de mouvement, plus tu es lisible, et plus tu es lisible, plus tu deviens prévisible, et plus tu es prévisible, plus tu deviens facile à défendre. C'est le foot de maintenant, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non. C'est pas le foot qui me fait le plus rêver, mais la dimension physique, elle est tellement importante, et ce OL-là, qui manquait de peps et de jambes hier, en a souffert assez largement. Et par bonheur, ce qui se produit, les amis, c'est que en toute fin de match, dans les ultimes moments du match, là où moi j'étais un petit peu dans mon canapé en PLS, prêt à pleurer une 4e défaite d'affilée pour l'OL, il y a un petit miracle qui se produit côté gauche avec un centre dévié de la main par un Parisien. Bon, penalty pour l'OL, c'est mérité, je pense, à vue d'œil comme ça me paraît logique. Il y a une main qui n'est pas dans le champ naturel d'un corps d'un footballeur. Bon, penalty que Tolisso transforme un partout. Et au final, avec le recul, j'ai un peu de mal à évaluer ce point du match nul. Est-ce qu'on a affaire à un bon point ? Je pense que oui, parce que mine de rien, il maintient un peu plus à distance et nous met moins dans le feu par rapport aux Lillois, Rennais et Monégasques. Maintenant, on passe 4e, Marseille 3e, c'est le point négatif de la soirée, bien sûr. Mais voilà, c'est un moindre mal. Et je pense que parfois, je l'avais dit aussi en vidéo avant le match contre les Marseillais, je pense que parfois, à défaut de savoir gagner, il faut savoir ne pas perdre. Et vraiment, dans le Money Time, quand les matchs comptent double, tu dois ne pas perdre. Ne pas perdre pour ne serait-ce que casser la spirale négative. Après les matchs de Strasbourg, Marseille et Lens, bon, tu prends un point, c'est un moindre mal. Et au final, c'est peut-être un point qui mathématiquement vaudra cher d'ici la fin de saison. En tout cas, je l'espère pour l'OL, puisque au classement, on est maintenant donc 4e avec 46 points. Donc comme Marseille, mais à la différence de but, ils sont devant nous. Rennes est 5e avec 43 points, donc à 3 points de nous. On avait sur eux, je crois, 9 points ou 10 points d'avance il y a 2 semaines. Ah, c'est fou. Le foot va très vite. Lille, 41 points, donc à 5 points. On avait sur eux, je crois aussi, 11 points dans mon souvenir. Et Monaco, qui était à plus 12, je crois, est à 40 points, donc à 6 points de nous. Ça se resserre, mais en même temps, c'est logique. Tu gères mal les 2 matchs contre Strasbourg et Marseille. Et quand tu perds des points contre ces équipes-là, des concurrents directs,
forcément, l'écart se resserre beaucoup plus vite. C'est des matchs qui valent non pas 3 points, mais quasiment 6, quoi. Donc attention, là on casse une dynamique, on va dire, négative. C'est à moindre mal maintenant, cap sur l'avenir. Il y aura un match super important contre le Havre, je crois, puis Monaco le dimanche à 15h. Je pense que l'OL devra gagner, hein. Peu importe le moyen, peu importe le contenu, il faudra gagner, c'est super important. Bon, et rapidement, les tops et les flops du match. Au rayon des tops, je dirais que Dominic Greif mérite d'être encore une fois le top du match, puisqu'il fait les parades de quand il le faut, au bon moment, et ça nous sauve un point dans ce match compliqué contre le PFC. Et au rayon des tops, toujours, je dirais aussi mention spéciale pour Rémi Humbert, plein d'énergie, de dynamisme, de volonté. C'est un besogneux, avec cependant des qualités et une finesse technique appréciables. Profil vraiment intéressant. Rémi Humbert, c'est le profil que le foot de maintenant aime beaucoup, quoi. C'est intense, ça court beaucoup, ça ne calcule pas les efforts, ça a le geste juste 3 fois sur 4 ou presque, donc un vrai bon joueur de foot. Bravo à Rémi. Et mon top du match numéro 1, avec Greif égalité, je dirais Attebourg. Alors Attebourg, c'est un cas un peu spécial parce que oui, techniquement, des fois, je me dis, bon, c'est pas très net, quoi. Il y a des trucs un peu bizarres, une forme de dégaine un peu robotisée, quoi. C'est pas très fluide. C'est un peu le gars du dimanche matin au foot qui n'est pas hyper à l'aise avec le ballon, c'est vrai. Mais malgré tout, je trouve que dans son rapport au jeu collectif, projection, décalage, centre, le sérieux qu'il a, sa polyvalence, bref, c'est intéressant. Donc Attebourg fait un match, je trouve, sérieux. Donc c'est l'un de mes tops du match au rayon des flops maintenant, les amis. Si je reprends la compo de l'OL, alors les flops, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que dans le cœur du jeu, Morton fait un match moyen, Tessman correct. Kalis Mera, match difficile, mais bon, dire qu'il est flop, ça me paraît très sévère. Abner, match sans plus. Karabets, il est ultra lisible, c'est vrai, mais après, est-ce qu'il fait un match mauvais ? Non, c'est très moyen, ça vaut 4 sur 10, quoi. Ouais, c'est un petit 4. Mon flop du match, je dirais peut-être les entrants, et notamment Hendrick, qui me pose question. C'est un petit peu la parenthèse sur lui. Hendrick, les amis, j'en parlerai après, dans mon 3e sujet, mais je trouve que depuis quelque temps, il a cette vision du foot et du projet OL dans lequel il est un petit peu le sauveur. Et moi, ce que je lui reproche, c'est qu'il joue trop souvent une partition qui est individualiste. C'est comme s'il était déconnecté de l'équipe. Et quand je le dis, c'est à la fois positif et négatif. Parce qu'on le sait, Hendrick, c'est un joueur qui aime bien le 1 contre 1, provoquer, pilonner, verticalité, ça c'est bien. C'est son style de jeu. On va pas le changer, il est comme ça. Il aime bien prendre le ballon et faire mal. Moi, ça me va. C'est des joueurs qui sont super important dans ce foot de verticalité et d'intensité. Il en faut, c'est très bien. Mais le problème, c'est quand la carte individuelle prend peu à peu le pas sur l'intérêt collectif. Et depuis quelque temps, Hendrick, sans en faire une fixette, les gars, pas de cabale anti-Hendrick, pas du tout, mais je trouve que il tend un petit peu à jouer une partition solo. Et ça, c'est le gros problème. C'est un truc qui me dérange un petit peu, parce que dans le match qu'il fait encore hier, j'ai le sentiment qu'en fait, il n'est pas connecté à l'équipe. On est presque en 10 plus 1. On n'est pas 11, on est en 10 plus 1. Avec une équipe qui, grosso modo, fait les efforts les uns par rapport aux autres, ça ne triche pas, mais devant, il y a un joueur qui est un petit peu l'électron libre, qui prend le ballon, et quand il l'a, qu'est-ce qu'il en fait ? Souvent, c'est l'option individuelle. Je prends le ballon de la droite vers la gauche et je pilonne encore, et j'oublie ce qu'il y a autour. C'est pas forcément un défaut d'égoïsme, c'est pas que ça. Pour moi, il y a un souci c'est un peu dur ce que je dis, les gars, mais un petit souci de QI foot. Je pense qu'Hendrick doit travailler tactiquement, et c'est le staff qui doit lui dire, lors des séquences vidéo, regarde Bobby, tu as le ballon entre les pieds, t'es à droite, demi-espace droit, tu as le choix, tu as le temps. Décale-moi Attebourg, qui après pourra centrer en retrait au cas de but. Fais le bon geste, prends le temps. Arrêt sur image, les gars. Je mets à l'écran une séquence qui pour moi est tellement révélatrice. On est en seconde mi-temps, il est rentré, et là, donc il est à droite, chevauché, percussion de la droite vers l'axe, et il a 2 solutions. Choix numéro 1, la facilité, le choix le plus cohérent selon moi, il peut décaler Attebourg, qui prend l'espace, bon appel, qui dédouble, centre, frappe. C'est possible. Deuxième choix, et c'est celui qu'il va choisir,
Il prend le ballon et il fonce dans le tas. Il a un petit côté bêta, je trouve, Hendrick. Il est techniquement fort, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Physiquement, il est en avance sur son temps, très puissant, de grosses cuisses. Voilà, c'est percutant et dynamique. Mais dans la réflexion du jeu et collective, j'ai quelques doutes. Voilà, on sent qu'on a affaire à un joueur brésilien brut, vraiment brut, qu'il faut polir, affiner et qu'il faut faire réfléchir sur le jeu collectif. Pour moi, c'est l'axe de progression numéro 1 d'Hendrick, son rapport aux autres. S'il s'inscrit dans le collectif et s'il parvient à être clinique quand le jeu lui permet, ce sera une bombe. Mais quand il est comme ça, quand il prend le ballon et qu'il force encore et encore, je prends le ballon, je percute, je prends le ballon, je percute, j'oublie ce qu'il y a à côté, à Tebour ou les autres, ça me plaît pas trop. Et forcément, les amis, ça on en pâtit. Et ouais, d'où ma réflexion en préambule de la vidéo. Oui, l'argument physique, il est super important. Là-dessus, pas de débat. C'est une évidence. Un aveugle verrait que l'OL, malheureusement, physiquement est moins bien. Mais le problème, c'est que d'un point de vue, d'un point de vue tactique, on est plus aussi bien huilé et surtout, on n'est plus aussi bien équilibré qu'en janvier ou en décembre. C'est frappant. Là encore, arrêt sur image. Je mets à l'écran 2 actions Legon qui montrent tout ce que je vous dis là. On est en phase de possession, en bloc relativement haut dans le camp des Parisiens. Sur une perte de balle, sur un mauvais choix, c'est la catastrophe. Regardez, arrêt sur image, on perd le ballon, et là en 2 passes, toutes simples, hein, une ligne cassée, et on a 4, 5, 6 joueurs qui sont effacés. Sur une passe, on a un demi-bloc qui est effacé. Et ça s'est produit peut-être 2, 3, 4 fois au cours du match. Et sur les 3-4 fois où ça a eu lieu, ça a été dangereux pour nous quasiment autant de fois. Ce qui montre que, oui, physiquement, il y a un problème qui nous pénalise, qui nous rend moins mobile, moins disponible, moins en mouvement. C'est embêtant. Mais ce problème physique vient s'ajouter à un problème tactique de déséquilibre parce qu'on a, à mon avis, trop de joueurs qui sont déconnectés du collectif. J'ai dit, Hendrick, d'un point de vue état d'esprit, il me semble un petit peu déconnecté. Mais c'est pas le seul. En termes de profil technique, Yaremchuk me paraît un petit peu déconnecté. On n'a pas l'habitude, à l'OL, d'avoir des profils comme lui, qui sont très grands, qui font la planche, forts dos au jeu, bons de la tête. On n'a pas ce type de profil-là, habituellement. Et on le sent collectivement, c'est pas fluide, c'est pas huilé, c'est un peu lourd, c'est pas très réactif, c'est pas fluide, quoi. Et ça, on le voit bien. Yaremchuk, Hendrick, on est presque trop souvent dans des animations en 10+1 ou en 9+2, 9+1+1. On n'arrive pas vraiment à trouver l'alchimie entre les joueurs et collectivement ça se ressent malheureusement. Et c'est un des points de critique que je formulerai à Fonseca sur ce match d'hier et depuis quelques semaines, c'est que on l'a vu, l'OL qui a le plus performé, c'est l'OL de Fonseca qui avait trouvé la formule dans un 4-4-2 sans numéro 9, une forme de losange avec les 2 offensifs relativement excentrés, partant de la droite vers l'axe ou de la gauche vers l'axe. Ça a été Malik, ça a été Afonso Moreira, ça a été Hendrick, bref, une formule comme ça mais sans numéro 9. Mais le problème, c'est que depuis le mercato hivernal, j'ai le sentiment que Fonseca est dans un dilemme et qu'il veut intégrer à l'équation Hendrick, c'est pas impossible, très bon joueur de foot, mais qu'il veut aussi intégrer Yaremchuk et que forcément quand tu intègres 2 paramètres X et Y à l'équation, Hendrick et Yaremchuk, tu modifies l'équilibre global de l'équipe. Et hier, plus que le point de vue physique, il y a un point de vue tactique qu'il faut absolument traiter en vidéo. J'ai essayé de le faire les amis, en espérant avoir été le plus clair possible. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, aux commentaires, dites-moi tout par message et on se retrouve très vite pour parler de l'Olympique lyonnais, si possible en bien pour qu'on puisse vivre une fin de saison trépidante le plus possible. Ciao ciao les gars, allez l'OL plus que jamais, bisous et cœur sur tout le monde, ciao ciao.